Bien, mesdames, messieurs, bonjour et évidemment ravi de vous accueillir ici. Je vous souhaite la bienvenue. Logiquement, vous le savez, habituellement pour ceux qui viennent régulièrement, c'est notre ami Dominique Vidal qui est en charge de l'animation des midis, ce qu'il fait brillamment. Mais là, il a un petit souci de santé. Et donc, je suis le plan B de service et je le fais avec plaisir, d'autant plus plaisir que j'accueille deux jeunes chercheurs, des représentants, alors ils ne vont pas écouter pendant que je dis ça, mais des chercheurs qui représentent la jeune génération de spécialistes du monde arabe, qui sont de jeunes et brillants chercheurs. Vraiment, c'est un plaisir de les avoir. Laurent Bonnefoy, à ma gauche physiquement, et puis Stéphane Lacroix ici. Et je remercie d'autant plus tous les deux parce qu'ils ont plein de choses, mais aussi parce que notre ami Stéphane on va l'entendre, si j'ose dire tout à l'heure, une extinction de voix. Donc il est quand même venu, et vraiment je le remercie infiniment parce que venir s'exprimer alors qu'on a une voix un peu cassée, c'est vraiment très chouette de sa part. Très cassé, me dit-il. Vous avez entendu. Donc voilà, merci à tous les deux vraiment d'être là. Pour parler d'une guerre qui est une guerre oubliée, il y a malheureusement beaucoup de guerres oubliées, mais celle-ci l'est en particulier. Autant sur la Syrie, on en parle beaucoup, et encore, on en parle avec une certaine indifférence. Ce qui s'est passé à Alep il y a quelques semaines, c'était frappant de voir qu'on en parlait beaucoup, et en même temps, il n'y a pas de réaction de l'opinion publique comme il y a pu y avoir sur d'autres sujets. C'est une autre question, tout cela. Mais le Yémen, c'est encore plus loin et c'est vrai qu'on en parle très peu. Donc c'est une occasion de faire le point avec deux spécialistes reconnus. Alors, la règle du jeu ne change pas. Pour ces midis, on s'est exprimé chacun un quart d'heure, 20 minutes. 5 minutes ou un peu plus pour Stéphane. Et puis ensuite, on fera évidemment un débat. Donc je passe d'abord la parole à Laurent Bonnefoy pour une vingtaine de minutes, en leur demandant de bien parler dans le micro, et puis autour de 12h15, on basculera vers le débat. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait toujours plaisir de voir du monde se déplacer pour le Yémen. Effectivement, le conflit yéménite qui dure depuis bientôt 2 ans est souvent caractérisé comme un conflit négligé, oublié, occulté. Alors aujourd'hui, le terme qui a été choisi est celui d'oublié, mais on voit poindre assez fréquemment dans les titres de la presse une forme d'appel à la prise de conscience de l'importance de ce conflit, et il est souvent donc caractérisé comme oublié. À juste titre, sans doute, je voudrais qu'on s'interroge un petit peu dans le courant de ma présentation sur cette forme de labellisation. Pourquoi est-ce qu'on le considère comme oublié? Et puis introduire aussi une réflexion sur le parallèle qui est effectué avec la Syrie, qui a été effectué par Jean-Paul Chagnolot là, mais qui apparaît et émerge très largement dans un certain nombre de débats. Et je voudrais pouvoir préciser un petit peu des éléments là-dessus. Alors, parler d'un conflit oublié impose sans doute, bien que le degré, le niveau de connaissance des uns et des autres dans cette salle soit très variable, mais de revenir à ce qui fonde peut-être ce conflit. Expliquer qu'il s'agit d'une guerre civile qui a des implications très directes à l'échelle régionale, à travers une implication militaire directe d'une coalition de 10 pays initialement, alors avec une coalition fluctuante, et c'est un des soucis, emmenée par l'Arabie Saoudite, qui bombarde un mouvement qu'on appelle la rébellion houthiste, qui elle-même se revendique d'une identité spécifique au Yémen, qu'on appelle le zaïdisme, le zaïdisme étant une branche du chiisme. Alors on aura peut-être l'occasion de préciser l'ensemble de ces éléments lors du débat. N'hésitez pas à poser des questions, demander des précisions, mais je ne voudrais pas utiliser toutes mes cartouches. Et c'est souvent un petit peu le problème, c'est quand on parle du Yémen, on a l'impression qu'on doit revenir toujours aux fondamentaux d'une certaine manière, parce que le pays est caractérisé par un certain nombre de spécificités.
Alors, quand on parle du conflit yéménite, il s'impose d'évoquer bien évidemment les destructions. Les destructions liées à des bombardements, liées donc à une forme de déséquilibre qui existerait entre des belligérants, entre d'un côté donc la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite qui vise à restaurer le pouvoir du président qualifié de légitime Abderrabou Mansour Hadi, HADI pour faire simple. Le président Hadi qui a été réfugié en Arabie Saoudite en mars 2015 et qui a fait appel à la communauté internationale pour restaurer son pouvoir. Et donc on a des destructions importantes depuis 2 ans. On a évidemment des victimes que l'ONU chiffre à plus de 10 000, sans apporter nécessairement énormément de précision, en expliquant qu'il y a sans doute à peu près la moitié de ces victimes-là qui sont des civils, donc un chiffre qui est élevé, ça correspond sans doute à trop de victimes, mais qui est malgré tout très éloigné du niveau qu'on connaît ailleurs dans la région, si on pense à l'Irak, si on pense bien évidemment à la Syrie. Alors, ce conflit a donné lieu, dès le départ, dès les premiers jours, aux premières semaines, à, d'une part, un discours catastrophiste venant de la part des acteurs humanitaires, en mettant en avant les risques de famine, et ce, dès, je l'ai dit, les premiers jours. Ce qu'on constate, malgré tout, c'est une forme de résilience très importante, et j'y reviendrai, je développerai, de la société. Et heureusement, on peut s'en féliciter, de constater que la société yéménite a en elle un certain nombre de ressorts qui ont permis, jusqu'à présent, d'éviter un effondrement complet, une famine, puisque c'est bien les termes qui ont été utilisés dès le départ. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on a confronté à une société qui est extrêmement dépendante des importations. À savoir que 70% de la nourriture qui était consommée par les Yéménites avant la guerre était de la nourriture importée, donc aucunement autosuffisante. Ce discours catastrophiste, qui, je l'ai dit, heureusement ne s'est pas encore concrétisé, mais il pourrait très bien le faire, et ça va être le point de ma présentation, s'accompagne aussi d'une forme d'impasse militaire, à savoir que les Saoudiens et leurs alliés sur le terrain sont mis en échec par la résistance menée par la rébellion qui, de plus, s'est allié avec l'ancien régime qui avait été déposé lors du soulèvement de 2011-2012 et qui bénéficie de ce fait-là d'appui très fort au sein de l'armée et au sein de la population, particulièrement dans le nord du pays. Alors donc on a une impasse militaire et puis une absence de perspective en termes de négociation. Ce portrait très rapide que j'ai pu dresser n'est guère encourageant. Et de ce fait-là, je pense qu'il est important d'en parler, important de comprendre ce qui se passe au Yémen, et puis aussi important d'appréhender les raisons pour lesquelles finalement on en parle si peu. Pourquoi est-ce que la guerre au Yémen apparaît comme une guerre cachée ? Alors, il me semble qu'on néglige le conflit yéménite pour un certain nombre de raisons. J'en liste 3. La première concerne la complexité propre du Yémen. Vous avez compris dans l'introduction, le propos liminaire que j'ai livré, qu'on avait affaire à une société qui est caractérisée par ses propres spécificités historiques, la complexité des acteurs. Vous avez des acteurs régionaux, vous avez les acteurs locaux, une rébellion qu'on rattache au chiisme, mais qui est un chiisme particulier. Bref, on pourrait lister toutes ces complexités. Mais plus que ça, je pense qu'on a du mal, finalement, à appréhender ce conflit, tout simplement parce il est impossible de déterminer qui sont les bons et qui sont les méchants.
À partir du moment où on a une appréhension fine, on ne peut pas savoir finalement où réside la légitimité politique. Si vous prenez le conflit syrien, quel que soit le devenir ou la façon par laquelle, l'évolution de cette guerre, vous pouvez, en étant à peu près honnête, déterminer où se situait la légitimité politique dans un soulèvement populaire qui aspirait à obtenir un changement vers la démocratie ou quelle que soit la façon dont on l'appelle. Ce mécanisme-là d'identification au Yémen est impossible, tout simplement parce que entre la rébellion chiite, donc la rébellion houthiste, et le président qualifié de légitime et l'ancien régime, on a bien du mal à déterminer qui sont les bons et qui sont les méchants, où se situe exactement la légitimité. Donc ça, c'est la principale raison qui empêche finalement de pleinement se saisir de ce conflit-là dans les médias, y compris sur le plan politique. On a tout un tas de légitimités qui sont concurrentes, et je pense que toutes sont d'une certaine manière légitimes. La deuxième raison qui explique, à mon sens, notre incapacité à réellement appréhender ce conflit-là, elle est liée à notre incompréhension collective de ce qui se passe au Yémen. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe au Yémen ? Je pense que c'est lié à l'obsession qu'on a eue dans le courant de la décennie 2000 pour l'antiterrorisme. À savoir que les gouvernements occidentaux, mais aussi le gouvernement yéménite, aussi les gouvernements à l'échelle de la région, ont eu réellement une obsession pour le terrorisme, pour la lutte contre le terrorisme, et ont laissé filer un certain nombre de dynamiques qui aujourd'hui se sont réincarnées et sont absolument centrales pour comprendre ce qui se passe au Yémen. Ces deux dynamiques, c'est la dynamique de résurgence de l'identité zaïdite autour du mouvement de la rébellion houthiste, et puis les dynamiques liées à la question sudiste. Vous savez sans doute qu'il y avait jusqu'en 1990 deux Yémen, un Yémen du Nord et un Yémen du Sud. Le Yémen du Sud était un régime socialiste jusqu'en 1990. On a eu une unification qui a été assez mal vécue par les sudistes qui ont considéré que c'était là une absorption par le Nord et puis une domination qui s'exerçait. Ils ont un certain nombre de sudistes aujourd'hui qualifient ce processus-là un processus de colonisation par le Nord. Et puis, ce processus-là a de plus généré un certain nombre de résistances et un mouvement qu'on appelle le mouvement sudiste qui est extrêmement central aujourd'hui dans les gouvernorats du Yémen du Sud. Et donc, cette obsession pour le terrorisme a amené les analystes, les journalistes, les diplomates, les chercheurs aussi sans doute, à négliger les deux dynamiques, la dynamique liée à la rébellion houthiste et puis la dynamique liée au mouvement sudiste. Et donc, de ce fait-là, on a collectivement, je pense, négligé le Yémen. Et pire que ça, nos gouvernants ont considéré que, n'y comprenant plus rien, il était devenu légitime de donner les clés de la gestion du dossier yéménite à l'acteur qui était censé, lui, le mieux comprendre, à savoir l'Arabie saoudite. La troisième raison qui, à mon sens, explique l'incapacité finalement à comprendre ce qui se passe, l'incapacité à se saisir de la question yéménite collectivement ou publiquement, c'est une forme de malaise que nos gouvernants peuvent ressentir vis-à-vis de ce conflit-là et se sentir d'une certaine manière, à juste titre, complices de destruction, complices d'une guerre qu'ils ont approuvée jusque dans les instances de l'ONU à travers des résolutions qui ont été passées et approuvées par les grandes puissances, en laissant donc l'Arabie saoudite gérer ce dossier-là. Il se trouve que ce malaise-là, finalement, empêche non pas les médias de faire leur travail, mais empêche d'une certaine manière de
générer une forme de, je ne sais pas comment, de dynamique qui permettrait à la société civile de se saisir de cette question-là. À partir du moment où il y a un malaise, à partir du moment où nos gouvernants ils se rendent bien compte, ils ne sont pas idiots non plus, de se rendre compte qu'on est dans une impasse militaire. Mais il y a malgré tout un certain nombre d'enjeux qui sont parfois des enjeux économiques, liés bien évidemment au contrat d'armement, qui font que dans les arbitrages, il est devenu très difficile et eux-mêmes se sentent piégés face à cette situation-là. Non pas qu'ils disent le Yémen, ça n'a aucune importance, mais qu'ils disent on ne sait pas trop bien comment faire parce qu'on est prisonnier aussi de la relation qui a été établie, qui est une relation, je le dis, je pense, qui est malsaine avec les États du Golfe qui sont directement impliqués au Yémen. Et de ce fait-là, on n'a pas, comme je le dis, de dynamique. Et par ailleurs, on peut déplorer, parce que d'autres gouvernements occidentaux sont dans une situation différente, je pense particulièrement à la Grande-Bretagne, où là, il y a des acteurs de la société civile, des élus, des députés qui se sont directement saisis de ces questions-là pour interroger le pouvoir, menacer, y compris les responsables politiques de poursuites judiciaires pour complicité de crimes de guerre, alors que nous, en France, on a l'impression que nos députés ne se sont pas du tout saisis de cette question-là, y compris pour savoir, par exemple, quel est le degré d'implication de la France dans les opérations militaires qui sont menées. Est-ce qu'on a un échange d'informations, d'imagerie satellite? Est-ce que le fait qu'il y ait des contrats d'armement en cours avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis qui sont impliqués, est-ce que cela impose ou implique qu'il y ait directement une complicité directe? Et donc, de ce fait-là, on est bien face à une espèce de guerre cachée dont tout le monde se sent un petit peu peut-être fautif ou bien mal à l'aise, mais qui ne génère pas suffisamment de dynamique pour donner lieu à une controverse publique. Et pourtant, c'est bien là le cœur de ma présentation, on a tort de le négliger. Et j'en suis convaincu, si vous avez fait le déplacement, que vous-même, c'est également ce que vous pensez. On a tort de négliger la question yéménite, le conflit, pour des questions morales, évidemment. Quand on se dit qu'on a sans doute plus de 10 000 morts, vraisemblablement sans doute le double, on a raison de s'indigner de cette situation et de considérer que ce n'est sans doute pas aujourd'hui une guerre qui est nécessaire. Et puis on peut aussi réfléchir, et c'est peut-être qu'avec ça, malheureusement, qu'on arriverait à mobiliser un certain nombre de nos responsables, dire que ce qui se passe au Yémen aujourd'hui peut aussi avoir des implications politiques directes sur les sociétés européennes. Évidemment, on pense toutes et tous au terrorisme. Se dire que les frères Kouachi, et particulièrement l'un d'eux, a été formé vraisemblablement au Yémen et a reçu, soi-disant, des ordres d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, doit marquer notre imaginaire. Aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement propice au développement des groupes djihadistes qui contrôlent un certain nombre de territoires, qui ont contrôlé pendant une année la 5e ville du pays. Et tous ces éléments-là sont extrêmement propices au développement de groupes armés dits djihadistes qui ont toutes les raisons de venir à un moment peut-être nous chatouiller, nous titiller, nous attaquer. Et donc la violence qui se développe dans le contexte yéménite a toutes les chances de ne pas rester cantonnée au Yémen. Et donc de ce fait-là, il devrait être de la responsabilité de nos dirigeants, des citoyens, de s'intéresser aussi à ce qui se passe au Yémen. Et puis l'autre raison est liée aux réfugiés. Évidemment, la situation géographique du Yémen limite les flux de population. On n'a pas, comme en Syrie, des frontières qui ont permis aux réfugiés de trouver des refuges. Puis ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, chercher à gagner l'Europe. Mais à mesure que la guerre dure, des réseaux migratoires se mettent en place
et devrait légitimement, dans les mois à venir, se structurer et permettre à un certain nombre de Yéménites qui sont prêts à tout pour quitter leur pays, jusqu'à tenter de rejoindre la Somalie, ce qui est tout de même extrêmement frappant quand on y pense. Et quand on ajoute en plus le mépris qui peut exister chez les Yéménites pour leurs voisins somaliens, tout simplement parce que les Somaliens ont pendant longtemps trouvé refuge au Yémen, ont été les mendiants dans beaucoup de villes. Eh bien, ce basculement, d'une certaine manière, est extrêmement révélateur du peu de foi que les Yéménites ont en l'avenir de leur société. Et donc, la structuration de ces réseaux de réfugiés aura évidemment des implications sur nos sociétés. Quand on voit combien les sociétés européennes sont incapables de gérer la crise migratoire syrienne, il devrait être légitime qu'on se dise, avant d'avoir à gérer ces crises-là, migratoires, de crise de réfugiés, il importerait de tenter de trouver une solution au conflit yéménite. Alors ce discours qui, encore une fois, là, a repris peut-être un certain nombre d'éléments du catastrophisme dont je parlais plus tôt, doit malgré tout être nuancé. Alors il ne s'agit pas de dire que le conflit yéménite est un conflit secondaire ou reste un conflit de basse intensité qui n'aura que peu de répercussions à l'extérieur du Yémen. Mais il s'agit malgré tout de répondre peut-être à un certain discours qu'on a vu se développer dans le contexte politique français, tentant d'établir un parallèle strict entre ce qui se passait en Syrie, avec les implications notamment russes, et puis ce qui se passe actuellement au Yémen, en disant, regardez, vous nous parlez sans cesse de l'implication russe, des bombardements, des crimes de Bachar al-Assad, alors qu'il y a la même chose qui se passe actuellement au Yémen et personne n'en parle. Alors ce discours a été mis en avant très directement par des partisans de Jean-Luc Mélenchon, avec peut-être une forme d'incompréhension, et je ne leur jette pas la pierre, mais simplement, je pense qu'il est important de peut-être garder à l'esprit un certain nombre de points de comparaison. Non pas pour dire que la situation en Syrie serait spécifique, unique, intouchable, mais ramener à une forme d'ordre de grandeur. Déjà, en termes de victimes, si on évoque les estimations basses du conflit en Syrie, avec 400 000 morts, au Yémen, si on prend une estimation haute, 20 000 morts, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Ça n'excuse rien, mais simplement, on n'est pas non plus dans le même niveau de violence, dans le même niveau de destruction, et je dirais même dans le même niveau de déséquilibre de la force. Alors vous me direz, ah bah oui, d'un côté, on a l'impression qu'on a des hommes de tribu contre des bombardements aériens menés par une des armées peut-être les mieux dotées en matériel, l'armée saoudienne. Certes, sur le papier, c'est effectivement le cas, mais dans le même temps, il faut reconnaître que peut-être la guerre yéménite est, comme je le dis, une guerre qui dit trop son nom. C'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes, particulièrement les acteurs régionaux, sont, on dirait, moins impliqués qu'ils ne le prétendent, d'une certaine manière. Et chacun des belligérants sur le terrain joue à faire croire qu'ils sont confrontés à une guerre existentielle, en traçant un certain nombre de parallèles sur, donc, d'une part, la situation avec la Syrie, la situation avec Gaza, la situation avec l'Irak aussi. Mais dans le même temps, on constate qu'on reste confronté à une forme de guerre qui maintient ou qui n'empêche pas la société de s'adapter. Je l'ai dit, il y avait eu des discours catastrophistes qui pointaient du doigt le risque de famine. Moi, je ne sais pas s'il va arriver. Je ne l'espère pas. Je pense que plus la guerre dure, plus il y a des risques. Mais simplement, on doit reconnaître que la société yéménite s'est aussi adaptée.
la société yéménite et même les régions qui sont censées être directement bombardées, eh bien, continuent à vivre. Et il y a des ressorts qui sont absolument incroyables. Le régime donc, de la rébellion autiste qui tient Sanaa prétend vivre sous embargos stricts, etc. Et pourtant, il y a quelques semaines, il y a eu l'ouverture d'un nouveau centre commercial à Sanaa, qui est un centre commercial qui est presque le plus à la pointe, ceux qui existaient auparavant, et ce qui signale qu'il y a bien des échanges qui se passent et que finalement, ces frontières-là sont peut-être plus poreuses que ne veulent le reconnaître les acteurs politiques. Et puis par ailleurs, quand on parle de résilience, il y a une spécificité yéménite qui est liée au caractère extrêmement rural de la société. Le fait que vous aviez 60% de la population qui habitait encore dans les campagnes, et donc des cultures qui étaient maintenues, et des liens avec les villages qui étaient maintenus. Et dans le contexte de la guerre, on a eu effectivement un exode vers les villages d'origine avec lesquels donc, les liens avaient été préservés. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, et c'est sans doute un filet de sécurité important. Mais ce qui, moi, me semble extrêmement fondamental à appréhender, c'est que les considérations politiques actuelles de la guerre ne sont malheureusement ou n'apparaîtront malheureusement que comme un épiphénomène par rapport à ce qui risque de se tramer dans les années et décennies à venir pour le Yémen. Alors, il est préoccupant de constater que la guerre aujourd'hui détruit tout l'ensemble des structures étatiques, l'ensemble des infrastructures. Mais si on veut parler sérieusement de l'avenir du Yémen, on doit malgré tout appréhender un certain nombre de risques qui sont notamment liés à l'environnement, particulièrement liés à la disparition des ressources aquifères. On évoque fréquemment, et ça fait de nombreuses années, mais c'est évidemment quelque chose qui va arriver, une disparition des ressources en eau dans la capitale Sanaa, où il y a 3 millions d'habitants. Et la disparition en eau, vous imaginez ce que ça veut dire pour une ville qui est perchée à 2300 mètres d'altitude. Ça implique évidemment un transfert de population extrêmement important. Dans l'histoire récente, je ne pense pas qu'on ait eu de cas de disparition ainsi d'une ville aussi grande et tout ce que ça peut impliquer en termes logistiques, mais également en termes politiques. Et ces éléments-là, d'une certaine manière, la préoccupation avec la guerre, qui est, je le dis, légitime, mais elle ne doit pas nous empêcher de tenter d'imaginer, peut-être de façon collective, de travailler, de se préoccuper de questions qui sont autrement plus profondes, autrement plus significatives, qui concernent évidemment l'avenir pérenne d'un pays qui aujourd'hui a 30 millions d'habitants. Si les choses continuent comme elles le font en termes de développement, de croissance démographique, on sera à 60 millions autour de 2050. Et là, évidemment, on constate combien le cas yéménite est non seulement préoccupant aujourd'hui, mais incarne peut-être des questions qui vont évidemment se poser à l'échelle du monde dans les années et décennies à venir. Merci. Bien, je passe la parole tout de suite à Stéphane. On le remercie encore, sachant la difficulté qui est la sienne. Bonjour, on va voir comment ça va sortir. Donc voilà, si j'ai ce beau châle, c'est pas seulement parce qu'il est yéménite, c'est aussi parce que il protège ma gorge qui souffre un peu ces jours-ci. Ouais, je vais essayer de m'approcher du micro. Voilà, donc moi je ne suis pas un spécialiste du Yémen comme Laurent, je suis spécialiste, je connais bien l'Arabie Saoudite qui est le pays voisin, mais qui n'est pas seulement le pays voisin, qui est un pays qui aujourd'hui joue un rôle fondamental dans toutes les dynamiques qui sont en train de se dérouler au Yémen. Donc moi, ma perspective, elle va être saoudienne. Je vais vous parler de cette relation compliquée entre l'Arabie et le Yémen. Et
et de ce que représente l'implication saoudienne au Yémen pour l'Arabie saoudite, voilà, d'une certaine manière. Donc mon prisme est évidemment saoudien. Alors, cette relation entre l'Arabie saoudite et le Yémen, elle est ancienne, elle a toujours été compliquée. D'abord parce que le sud de l'Arabie saoudite, en fait, c'était une partie du Yémen historiquement. Toute la région du Asir a été conquise à la fin des années 20 par le roi Abdelaziz, le fondateur de l'Arabie saoudite moderne. Donc il y a déjà aussi un conflit en fait, territorial entre le Yémen et l'Arabie saoudite qui est ancien, qui n'a jamais été complètement réglé d'ailleurs. Au Yémen, on vous dira souvent que cette province du Asir, qui est une province saoudienne, en fait, elle est yéménite. Jusqu'à aujourd'hui, on va entendre ce genre de choses. Et ce qui complique cette relation entre l'Arabie saoudite et le Yémen, c'est que sur le plan démographique, ce sont les deux grands pays de la péninsule. Les autres pays sont beaucoup plus petits. Tous ces émirats le long du Golfe, finalement, ne font pas le poids, entre guillemets, sur le plan démographique avec l'Arabie saoudite, alors que le Yémen fait le poids. Et donc, il y a entre les deux pays une relation qui est liée à cet équilibre, d'une certaine manière, en tout cas équilibre potentiel des forces, et qui fait que l'Arabie saoudite a toujours vu le Yémen comme un pays potentiellement menaçant. Il y a cette obsession saoudienne par rapport au Yémen. Il y a une citation qui est peut-être apocryphe, mais qu'on attribue au roi Abdelaziz sur son lit de mort en 1953, qui aurait réuni ses fils autour de lui et leur aurait donné un conseil donc avant de mourir. Il leur aurait dit « Dhillukum fi izz al-Yemen, izzukum fi dhill al-Yemen ». C'est-à-dire votre bonheur viendra des malheurs du Yémen et votre malheur viendra des bonheurs du Yémen. Alors, la citation est peut-être apocryphe, mais en tout cas, elle apparaît beaucoup dans la littérature. Les Saoudiens la connaissent. Et il y a ce sentiment profond que le destin des deux pays est lié. Et que donc, d'une certaine manière, ce qui se passe au Yémen impacte directement ce qui se passe en Arabie. Ce qui veut dire que l'Arabie saoudite, à partir de 1953, va essayer de faire deux choses au Yémen. La première, c'est s'assurer qu'il y a à Sanaa, qu'il y a ensuite, dans les deux parties du Yémen, des gouvernements qui soient le plus amis possible. Donc il va y avoir une ingérence très grande de l'Arabie saoudite dans la vie politique yéménite pour essayer de contrôler l'identité des gouvernants. Et donc ça va se traduire par une véritable clientélisation des forces politiques. Là, bien sûr, on est avant 2011, mais une véritable clientélisation de toute une partie des forces politiques yéménites. Moi, je ne suis pas spécialiste du Yémen, Laurent saura plus que moi, mais je me souviens d'avoir rencontré des parlementaires de l'Islah après 2011, donc qui parlaient plus librement parce que Ali Abdallah Saleh était tombé, entre guillemets. Il n'est jamais vraiment tombé, en vérité. Il était censé avoir quitté le pouvoir. Et j'avais rencontré ces gens d'Al-Islah au Caire qui m'expliquaient, selon eux, que la moitié des parlementaires yéménites recevaient, d'une manière ou d'une autre, un salaire de l'Arabie saoudite. Et ils me disaient, tout parti confondu. Donc il y avait des gens aussi bien du parti d'Ali Abdallah Saleh que des gens de l'Islah, c'est-à-dire le parti islamiste auquel ces parlementaires appartenaient. Donc il y avait une véritable clientélisation de la vie politique yéménite par l'Arabie saoudite, qui était transpartisane d'une certaine manière. L'Arabie saoudite mettant ses œufs dans les différents paniers d'une certaine manière. Il y a aussi quelque chose qui a toujours été important pour l'Arabie saoudite, c'est donc d'avoir un Yémen qui soit, entre guillemets, sous contrôle, un Yémen qui soit pas trop fort, parce que s'il est fort, il est menaçant, un Yémen qui quand même reste plus ou moins stable, parce que l'Arabie saoudite se rend compte qu'un Yémen déstabilisé est exportateur de chaos. Donc une volonté de l'Arabie saoudite de garder le Yémen dans cet entre-deux, entre la stabilité et la menace d'une certaine manière, mais d'éviter évidemment un effondrement du Yémen, ou de l'État yéménite. D'autant qu'à partir de la fin des années 2000, ce qui va lier encore plus le destin de l'Arabie et du Yémen, c'est que la mouvance djihadiste, qui était d'abord saoudienne, cette Al-Qaïda dans la péninsule arabique, on se souvient, est née en Arabie saoudite avant de se réinstaller au Yémen. Aujourd'hui, quand on pense Aqpa, quand on pense Al-Qaïda dans la péninsule arabique, on pense Yémen. Mais Aqpa, en 2009, c'est une recréation d'une organisation qui a existé entre 2003 et 2006 en Arabie saoudite, dont les derniers membres, après une répression assez forte et plutôt en termes sécuritaires couronnée de succès des autorités saoudiennes, eh bien, donc les derniers ont quitté l'Arabie, se sont réfugiés au Yémen, et avec des Yéménites, ont recréé Aqpa au Yémen. Mais là aussi, cette organisation qui, d'une certaine manière, est tout aussi anti-saoudienne qu'elle est anti-yéménite, ou est tout aussi anti-régime saoudien qu'elle est anti-régime yéménite, évidemment, lie le destin des deux pays. Donc, à partir de 2011, quand les révolutions commencent au Yémen,
l'Arabie saoudite va à tout prix vouloir contrôler l'issue. C'est-à-dire, ce qui va obséder l'Arabie saoudite, c'est d'éviter que ne sorte de cette révolution soit un pouvoir sur lequel elle n'a pas de contrôle, soit une descente dans le chaos, parce que ça serait exportateur de violence et d'instabilité pour elle. Et ça va expliquer en partie cette médiation du Conseil de coopération du Golfe, qui va offrir une sortie de crise au conflit politique de l'année 2011, mais une sortie de crise qui est dirigée par l'Arabie saoudite, qui est guidée par l'Arabie saoudite et par les intérêts de l'Arabie saoudite. C'est là que vous avez cette solution un peu bancale, entre guillemets, avec Ali Abdallah Saleh qui officiellement quitte le pouvoir, remplacé par son vice-président, qui est donc Abdelrabbo Mansour Hadi, le président actuel, légitime, entre guillemets, disent les Saoudiens, celui qui est à Aden. Mais qui était le vice-président d'Ali Abdallah Saleh, donc qui remplace son président, un homme que les Saoudiens d'ailleurs connaissent bien aussi, donc c'est pour ça que la solution est vue comme favorable par les Saoudiens. Et puis une certaine absence de remise en cause du régime. C'est toujours ce que les Saoudiens veulent. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Égypte. On change la tête du régime, mais on garde le régime en place. Donc pour les Saoudiens, même si en parallèle, il y a eu tout ce processus constitutionnel et de dialogue national qui s'est mis en place, dont les Saoudiens avaient du mal à contrôler l'issue, mais en tout cas, ils étaient parvenus à, d'une certaine manière, on peut dire, sauver le régime en remplaçant la tête par le vice-président. Donc pour les Saoudiens, c'était une solution qui était vue comme plutôt favorable, parce que voilà, elle faisait que l'Arabie saoudite gardait dans les centres de pouvoir qui comptaient au Yémen des gens avec lesquels elle était en relation. Ce qui va changer la donne pour l'Arabie saoudite, c'est la montée en puissance du mouvement Houthi. Montée en puissance qui est d'ailleurs ancienne, mais qui va s'accélérer après 2011, et tout particulièrement, en vérité, après 2014. Le mouvement Houthi, alors Laurent, là aussi, en a parlé, les origines, ça remonte à 2004, donc c'est avant la Révolution. Le mouvement Houthi, il est situé à la frontière de l'Arabie saoudite. Cette zone qui est un peu le cœur battant du zaïdisme et d'où va partir ce mouvement de renouveau zaïdite, c'est la région de Saada, qui est à la frontière avec l'Arabie saoudite. Donc ce mouvement Houthi, il est directement en contact avec l'Arabie. Et les premières guerres d'ailleurs entre le mouvement Houthi et le régime de Sanaa, elles vont déborder sur l'Arabie saoudite dès bien avant 2011. Il y a déjà en 2009 des affrontements entre Houthi et soldats saoudiens, affrontements qui vont d'ailleurs se traduire par des pertes assez importantes dans les rangs de l'armée saoudienne. Donc le mouvement Houthi, voilà, c'est un problème pour l'Arabie saoudite depuis bien avant 2011. Le mouvement Houthi, il a une rhétorique qui est très anti-saoudienne. C'est dès le départ un mouvement qui pose ce renouveau zaïdite comme une sorte d'antidote à la salafisation de l'islam yéménite. Il y a dans le mouvement, la rhétorique du mouvement Houthi, un discours très anti-salafiste, qui est aussi lié à la situation de Saada, avec cette ville de Dammaj, qui est dans les faubourgs, pourrait-on dire, de Saada, qui est le cœur battant du salafisme. Donc d'une certaine manière, le cœur battant du zaïdisme et le cœur battant du salafisme au Yémen sont situés à 10 km l'un de l'autre. Donc ça va créer cet antagonisme que les Houthis vont exploiter. Dammaj étant lié à l'Arabie saoudite, parce que toute une partie de ces cheikhs sont liés aux cheikhs saoudiens. Donc il y a, voilà, du point de vue des Houthis, le problème salafiste, entre guillemets, tel que le voient les Houthis, est aussi un problème saoudien. Et ils le dénoncent comme tel. Et en retour, les Saoudiens, dès la fin des années 2000, accusent les Houthis d'être un proxy de l'Iran, d'être une milice au service des intérêts iraniens. Rhétorique que d'ailleurs Ali Abdallah Saleh reprend également. C'est-à-dire que cette accusation d'être un proxy iranien, en fait, elle remonte à bien avant 2014, dès la fin des années 2000. On entend ça dans la bouche des dirigeants saoudiens et yéménites. Alors, accusation dont on peut, probablement à l'époque, elle est largement fantasmée. Les liens qu'entretiennent les Houthis avec l'Iran se sont raffermis avec le temps. Ils sont probablement plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Sur le plan matériel, ça reste probablement très limité, mais sur le plan moral, il y a un vrai soutien de l'Iran aux Houthis qui est réel, mais qui, d'une certaine manière, est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force d'accuser les Houthis d'être des alliés de l'Iran, ils le sont devenus. Enfin, on a un peu cette impression que c'est le discours de la fin des années 2000 produit par l'Arabie et le régime de Sanaa qui, d'une certaine manière, a poussé les Houthis dans les bras de l'Iran, alors qu'au départ, les choses étaient probablement plus compliquées.
Donc c'est la montée en puissance des Houthis qui va changer la donne pour les Saoudiens, qui va pousser les Saoudiens à intervenir plus directement au Yémen. Et quand je dis montée en puissance des Houthis, je parle évidemment de la prise de Sanaa en 2014 et l'avancée vers Aden, et in fine donc la prise d'Aden qui va déclencher cette intervention saoudienne du printemps 2015. Alors, ce qui énerve particulièrement aussi les Saoudiens, c'est le rapprochement qui s'est opéré entre Ali Abdallah Saleh et les Houthis à la fin de l'année 2014. Parce que les Saoudiens, d'une certaine manière, ont sauvé la mise à Saleh. Ils ont l'impression de lui avoir sauvé la mise, véritablement. Il faut se souvenir qu'Ali Abdallah Saleh, quand il est blessé par cet attentat à Sanaa, dans la mosquée où il prie, il est évacué et soigné en Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite donc, lui a sauvé la mise par cette médiation qui lui accorde en particulier l'immunité contre toute mise en procès au Yémen. Donc effectivement, Saleh est sorti en théorie, mais il est sorti quand même par la grande porte, et l'Arabie Saoudite considère que c'est grâce à elle. Et donc le rapprochement avec les Houthis est vu comme une trahison absolue par les Saoudiens. Et Saleh va devenir l'homme à abattre, parce qu'il y a aussi quelque chose de presque personnel dans la haine que les dirigeants saoudiens ont pour Saleh. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où les relations interpersonnelles comptent, la parole donnée compte, et Saleh est vu comme celui qui a trahi la parole donnée. Donc il y a à la fois un antagonisme, une hostilité profonde pour les Houthis, qui sont liés au sentiment qu'ils sont une milice au service de l'Iran. Et donc, pour l'Arabie Saoudite, évidemment, c'est inacceptable d'avoir l'Iran à ses frontières. Et tout ça s'inscrit dans ce conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui remonte aux années 80. Pas revenir sur ça, mais pour l'Arabie Saoudite, l'Iran, c'est l'ennemi juré. C'est une menace existentielle. Et donc, les Saoudiens lisent la présence Houthi à leurs frontières au sud comme un encerclement de l'Arabie Saoudite par l'Iran. Il y a un complexe pratiquement obsidional de l'Arabie Saoudite, mais on retrouve le même chez les Iraniens. Les Iraniens disent exactement la même chose. Les Iraniens se disent aussi encerclés par l'Arabie Saoudite, entre l'Afghanistan, etc. Enfin, ils voient des proxys saoudiens autour de leurs frontières. Les Saoudiens voient exactement la même chose. Ils voient des proxys iraniens autour de leurs frontières. Et donc pour eux, les Houthis au sud, c'est la fin de l'encerclement iranien, d'une certaine manière. Et puis, en plus de ça, donc, il y a la question d'Ali Abdallah Saleh, qui est un traître, qui a trahi la parole. Et donc, il y a une haine qui est autant pour les Houthis que pour Saleh, pour les deux partenaires de cette coalition improbable qui se met en place à la fin 2014. Alors, cette intervention, donc, décidée au printemps 2015, décidée probablement dans la précipitation, les Saoudiens la justifient par un appel du gouvernement légitime du Yémen. Elle aurait été demandée, ou elle a été demandée par donc Abdelrabbo Mansour Hadi, qui reste le président en titre du Yémen. Et donc les Saoudiens disent répondre à une demande du président légitime. Mais cette intervention, elle est décidée très rapidement, et elle est à mon avis intéressante pour deux raisons. D'abord, elle représente pour les Saoudiens une tentative de matérialiser leur prétention à une forme d'hégémonie politique et, pourrait-on dire même militaire, sur le monde sunnite. Et la création, la mise en place d'une coalition pour combattre les Houthis au Yémen se veut une forme d'organisation du camp sunnite en ordre de bataille derrière l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite va parvenir à réunir 10 pays qui vont s'engager avec elle dans cette coalition. Alors sur le papier, ça a l'air d'être un succès pour l'Arabie Saoudite, puisque effectivement, il y a 10 pays qui se sont rangés dans cette coalition saoudienne. Quand on regarde en vérité ce qui s'est concrètement passé, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins un succès qu'annoncé. C'est-à-dire que toute une partie des pays qui se sont joints à la coalition l'ont fait de manière minimale. Le Pakistan, qui avait d'abord dit oui, s'est retiré parce que le Parlement pakistanais a voté contre. L'Égypte, qui était attendue au tournant parce que le régime saoudien avait financé le pouvoir de Sisi depuis l'été 2013, et ça a coûté à l'Arabie Saoudite de soutenir le régime Sisi en Égypte jusqu'à aujourd'hui près de 20 à 25 milliards de dollars. Donc c'est extrêmement coûteux pour l'Arabie, et les Saoudiens attendaient en retour un soutien massif de l'Égypte. Or, dans la guerre au Yémen, l'Égypte va faire le service minimum. Elle va envoyer des bateaux qui patrouillent le long des côtes yéménites, mais les Saoudiens auraient voulu des troupes
égyptiennes au sol, puisque toute la question qui va se poser au Yémen, c'est celle des troupes au sol. Et les Égyptiens, évidemment, n'en ont aucune envie. Les Égyptiens, d'ailleurs, connaissent bien le Yémen, puisqu'ils y ont combattu dans les années 60, pour la première guerre du Yémen qui opposait républicains et partisans de l'imam, après 62, après le renversement de l'imama zaïdite. Et les Égyptiens ont perdu des milliers et des milliers de soldats et se souviennent de la difficulté du terrain yéménite. Il faut se souvenir que le nord du Yémen, c'est comme l'Afghanistan, c'est des pays qui n'ont jamais été conquis par personne. Et tous ceux qui ont fait l'expérience d'essayer de s'y attaquer militairement s'y sont cassés les dents. Et en l'occurrence, les Égyptiens dans les années 60. Donc les Égyptiens, peut-être aussi pour cette raison, n'ont pas envie du tout de s'aventurer dans l'aventure ou dans la campagne yéménite. Donc voilà, l'Égypte, le Pakistan font plus ou moins défaut. D'autres pays participent, mais ça reste assez symbolique. Le Maroc donne quelques avions pour participer à la force aérienne, mais la participation du Maroc, elle reste cantonnée à l'aviation. Les Saoudiens, pour compenser, vont aller chercher le Soudan. Le Soudan va être un contributeur assez important parce que en 2014, le Soudan change de camp. Il y a ce moment où Omar al-Bashir passe du camp iranien au camp saoudien. Vous savez que le Soudan était beaucoup plus proche de l'Iran avant 2014 et le Soudan va basculer dans le camp saoudien, essentiellement pour des raisons financières. C'est-à-dire que Omar al-Bashir, voilà, le Soudan est dans une crise économique dramatique, après en particulier la sécession du Sud. Et d'une certaine manière, le Soudan est prêt à se vendre au plus offrant. Et l'Arabie saoudite, qui a besoin d'alliés en 2014, offre beaucoup au Soudan. Mais évidemment, ce soutien soudanais... on comprend bien que voilà, il est lié à ces financements saoudiens en 2014, et que le Soudan, d'une certaine manière, n'est pas un allié si fidèle que ça. Enfin, le Soudan pourra changer de camp d'ailleurs de nouveau si le camp d'en face donne plus. À mon avis, Omar al-Bashir est prêt à monnayer son soutien aux uns et aux autres. Tout ça pour dire que cette coalition saoudienne, elle montre aussi les limites du soft power saoudien, finalement de l'incapacité de l'Arabie saoudite à unir, comme elle l'espérait, le monde sunnite derrière elle, dans ce qu'elle présente comme une campagne contre l'ennemi existentiel iranien. Et alors l'Arabie saoudite va continuer, ensuite elle va faire cette coalition contre le terrorisme, quelques mois plus tard, après la coalition qui n'existera que sur le papier, dont les Saoudiens annoncent qu'elle contient des dizaines et des dizaines de pays, dont certains sont hors du monde musulman, et dont un certain nombre qui sont annoncés diront le lendemain ou les jours d'après, on n'était pas au courant qu'on faisait partie de cette coalition. Donc il y a eu un cafouillage, entre guillemets, dans l'annonce de cette coalition contre le terrorisme. Or, terrorisme pour les Saoudiens, ça inclut évidemment à la fois les djihadistes sunnites et les Houthis, le Hezbollah et donc tous les groupes pro-iraniens. Mais là aussi, ça va être un certain échec. Et donc tout ça, moi je pense que voilà, tout ça montre un peu les limites de ce soft power que les Saoudiens espéraient mettre en scène en 2011 avec la guerre au Yémen, et finalement ça ne s'est pas vraiment concrétisé. Donc aujourd'hui, l'affaire yéménite, c'est d'une certaine manière un face-à-face entre deux pays, quand on regarde concrètement les dynamiques sur le terrain. C'est un face-à-face entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont les deux pays à vraiment contribuer à la campagne. Et même entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, le torchon brûle, en fait, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'ils veulent pour le Yémen d'après. Ils ont des lignes rouges qui ne sont pas les mêmes. Les Saoudiens ne veulent pas d'Ali Abdallah Saleh. C'est une ligne rouge pour eux. Mais ils sont prêts à collaborer avec l'Islah, donc les frères musulmans yéménites. Depuis 2015, il y a eu un rapprochement qui s'est opéré entre l'Islah et les Saoudiens et la coalition saoudienne, parce que les Saoudiens avaient besoin de troupes sur le terrain et que l'Islah était prêt à leur fournir des relais au Yémen. Donc ça, c'était d'ailleurs un changement de position par rapport à pré-2015, à l'époque du roi Abdallah, qui lui était anti-Islah. Mais c'est vrai qu'à partir de 2015 et l'arrivée du roi Salman, l'Islah devient acceptable à Riyad. Mais ce qui est inacceptable, c'est Ali Abdallah Saleh. Alors que pour les Émirats arabes unis, eux, toute force de l'islam politique est inacceptable. Donc il y a chez les Émirats arabes unis une hostilité radicale envers l'islam, envers les frères musulmans en général. On sait que les Émirats arabes unis sont extrêmement actifs depuis des années dans une campagne, on pourrait dire régionale et même en fait mondiale contre les frères musulmans. D'ailleurs même on dit que les lobbies émiriens ne sont pas pour rien dans ce qui se passe à Washington et les discussions à Washington sur une possible inscription des frères musulmans dans les organisations terroristes. Il y a un activisme émirien tous azimuts
pour criminaliser les frères musulmans, et donc évidemment, pour eux, l'islah, qui sont les frères musulmans yéménites, est inacceptable. En revanche, les Émiriens n'ont pas de problème fondamental avec Ali Abdallah Saleh. D'ailleurs, le fils d'Ali Abdallah Saleh est aux Émirats, il est réfugié aux Émirats. Et alors, les Émiriens verraient, d'une certaine manière, un retour de l'ancien régime et une exclusion des islamistes comme une solution acceptable pour le Yémen d'après. Solution qui elle-même est rejetée par les Saoudiens. Et au-delà, on voit que de plus en plus, alors on entend beaucoup de choses un peu contradictoires du terrain yéménite ces derniers mois, je pense que Laurent aussi a dû suivre ça, mais on entend beaucoup de choses sur les activités des Saoudiens et des Émiriens au Yémen, qui visiblement clientélisent sur place des groupes qui sont des groupes distincts, qui sont des groupes qui sont même parfois en conflit. C'est-à-dire qu'en fait, l'influence saoudienne et l'influence yéménite dans les territoires contrôlés par la coalition s'exercent de manière séparée et quelquefois antagoniste. Il y a eu cet incident dont moi j'ai pas tous les tenants et les aboutissants à l'aéroport d'Aden visiblement. Il y a eu des affrontements entre la garde présidentielle loyale au président Hadi soutenue par les Saoudiens et une milice proche des Émiriens. Donc là vous avez un cas concret de deux forces militaires sur le terrain, l'une loyale aux Saoudiens, l'autre loyale aux Émiriens, qui se battent militairement dans le camp tenu par la coalition. Et au-delà, il semble que les Émiriens essayent de pousser un certain nombre de forces politiques avec un critère majeur qui est l'anti-islamisme, c'est vraiment la ligne politique des Émiriens, alors que les Saoudiens, eux, ont depuis 2015 choisi plutôt de s'appuyer sur les frères musulmans yéménites, sur l'islam. Donc on voit très bien cet antagonisme entre la ligne des uns et des autres. Je vais terminer en disant donc c'est un enjeu pour les Saoudiens, il y a cet enjeu de soft power dans la construction de la coalition, et on voit qu'en vérité cette coalition elle montre plutôt les limites du soft power saoudien et les limites de la capacité saoudienne à unir derrière elle le monde sunnite comme elle l'espérait en 2015. C'est aussi une question de politique intérieure saoudienne, la question yéménite, parce que la question yéménite elle a été dès le départ associée à un homme en Arabie Saoudite qui est Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, c'est le fils du roi qui a pris ses fonctions le 23 janvier 2015, le roi Salman. C'est le petit dernier de ses fils. Il a une toute petite trentaine d'années. Il était inconnu au bataillon avant 2015. Et son père l'a promu non seulement à la fonction de vice-prince héritier, contre les usages traditionnels en Arabie Saoudite, où il y a un certain nombre de hiérarchies à respecter. Donc il y a eu une sorte de coup de force pour promouvoir ce jeune homme à la position de vice-prince héritier, mais aussi de ministre de la Défense. Et par ailleurs, de président du Conseil économique et social. Donc il cumule trois fonctions qui sont extrêmement importantes et qui font de Mohammed bin Salman aujourd'hui vraiment l'homme fort du système saoudien. Alors, homme fort mais fragile, on pourra revenir, c'est qu'il n'est que vice-prince héritier, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'ordre de succession un prince héritier, qui est Mohammed bin Nayef, qui pour le moment est encore prince héritier dans l'ordre de succession. Donc la position d'MBS, Mohammed bin Salman, elle est précaire, mais à l'heure actuelle, elle est la plus forte dans le système saoudien. Et pour promouvoir ce jeune homme qui était inconnu au bataillon, la guerre au Yémen a été utilisée, a été mise en scène en Arabie Saoudite comme une grande cause nationale ou même nationaliste, avec ce jeune commandant, ce jeune chef des forces armées qui est Mohammed bin Salman, qui donc serait l'homme qui aurait rendu d'une certaine manière sa dignité à une Arabie Saoudite qui aurait été bafouée par l'expansionnisme iranien. Voilà comment au printemps 2015, les choses sont présentées dans la presse saoudienne. Et donc Mohammed bin Salman apparaît partout, dans les télévisions, dans les journaux, en chef de guerre, chef des opérations au Yémen. Donc c'est d'une certaine manière sa guerre, elle est présentée comme telle. Et évidemment, le succès de cette guerre est fondamental pour son avenir politique, puisque comme je l'ai dit au départ, son avenir politique, il reste précaire, puisque dans l'ordre de succession, il n'est pas le suivant encore. Donc, d'une certaine manière, moi, ce que j'imagine, c'est que la guerre au Yémen devait être un tremplin vers le pouvoir pour Mohammed bin Salman. Elle devait, d'une certaine manière, le légitimer et, in fine, justifier peut-être même un changement de l'ordre de succession pour qu'il succède à son père. Ce qui veut dire que le blocage auquel on assiste aujourd'hui au Yémen et ce qui apparaît de plus en plus en Arabie Saoudite comme un fiasco, et sur le plan militaire, même si la guerre aujourd'hui reste populaire en Arabie Saoudite, il ne faut pas sous-estimer la popularité de la guerre au Yémen chez les Saoudiens. Parce que cette guerre, elle a été présentée comme une guerre nationaliste.
Et il y avait chez les Saoudiens, en 2015, et je pense jusqu'à aujourd'hui, chez une grande partie des Saoudiens, une fierté de voir un pays qui a souvent été brocardé comme étant à la remorque des États-Unis, une fierté de voir ce pays prendre son destin en main, affronter ses ennemis, voilà, s'affirmer comme une puissance. Et je pense que ça d'une certaine manière, crée une sorte de fierté nationaliste chez beaucoup de Saoudiens. Maintenant, il y a des critiques sur la manière dont les opérations militaires sont conduites, sur une certaine incompétence des forces saoudiennes sur le terrain, sur une impréparation. Et ça, on l'entend beaucoup aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc il faut distinguer le débat sur la légitimité de la guerre. Je pense que l'essentiel des Saoudiens continue à penser que c'est une guerre légitime, parce qu'ils sont sincèrement convaincus que l'Iran est une menace existentielle. Ce discours-là, il a bien pris dans la population saoudienne. Et qu'il est inacceptable d'avoir un proxy de l'Iran à ses frontières. Et en même temps, une critique de la conduite des opérations militaires, de l'inexpérience de ceux qui les conduisent, et donc, in fine, une critique qu'on sent grandissante en Arabie de Mohammed Ben Salman, qui donc, d'une certaine manière, aussi hypothèque son avenir politique. Donc voilà, ce qui se décide au Yémen n'est pas que l'avenir du Yémen, c'est probablement aussi l'avenir, je dirais pas de la monarchie saoudienne, mais en tout cas du régime saoudien ou de ceux qui, dans l'Arabie de demain, seront amenés à gouverner. Merci. Bien. Bien, merci beaucoup. Alors, j'aurais plein de questions à poser, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là plutôt pour vous donner la parole, ce que je vais faire tout de suite. Et donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Déjà, oui, ben, écoutez, allons-y. On va vous passer un micro. On prend 2-3 questions, si vous voulez bien. Et puis, on répond par petits paquets de 2-3 questions. Si vous en êtes d'accord, à moins que vous préfériez répondre question par question. On fait 2-3 questions, allez-y. Première question. Ma question serait, comment est-ce que l'ancien président Salah a pu s'allier avec les chiites? Tel que je comprends, il est sunnite lui-même. Et la deuxième, est-ce que Al-Qaïda et État islamique peuvent s'unifier pour mettre en place un régime, j'allais dire, djihadiste, un État djihadiste dans le pays? Monsieur, votre collègue a mentionné au début de son exposé que les houthistes étaient chiites, mais il a rajouté que c'était un cas particulier où il fallait distinguer. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu le distinguo? Merci. Une question également liée à l'identité houthiste. J'ai un peu l'impression, zaïdite. J'ai un petit peu l'impression, et j'aimerais bien que vous soit me confirmiez, soit infirmiez ce sentiment, qu'on a une chiitisation des zaïdites qui est assez similaire à la chiitisation des alaouites syriens. Par exemple, il y a 6 ans, on n'avait pas d'Ashura, pas d'Arbaïn à Damas. Aujourd'hui, on en a une. Est-ce qu'on a ce mouvement identitaire chiite chez les Zaïdites au Yémen aujourd'hui? Merci. Une dernière question, et puis on parle là-dessus. En plus, elles sont... allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Qu'en est-il de la propagation du wahhabisme comme moteur de l'action des Saoudiens à travers les pays voisins, mais aussi à travers le monde? Je pense à ce que disait il y a quelques mois ici Pierre Conesa à cette place-là. D'accord. Parce qu'on n'entend pas parler du tout de ce moteur idéologique financé par les Saoudiens. Hein. Bien, je crois qu'on a en plus un ensemble de questions très, très compactes. Vous répondez, Laurent, chacun en croisé. Alors, merci pour ces questions. Je vais commencer par la première concernant effectivement l'alliance entre Ali Abdallah Saleh et les houthistes. Alors, pour bien comprendre ce sur quoi se fonde cette alliance, je pense qu'il est important de revenir peut-être un petit peu à l'histoire et de préciser ce qui a pu constituer une des spécificités yéménites, à savoir un processus de convergence des identités religieuses qui apparaît comme totalement impossible, totalement inconnu dans d'autres régions, dans d'autres pays de la région. C'est-à-dire que globalement, depuis les années 1960,
la minorité zaïdite, donc à peu près un tiers de la population, et la majorité sunnite chaféite ont fait un pas l'un en direction de l'autre. Les minoritaires zaïdites, en abandonnant ce qui constituait la spécificité de leur identité, c'est-à-dire le régime de l'imama zaïdite, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir qui était aux mains de descendants du prophète et qui a régné sur le Yémen pendant plus de 1000 ans. Les sunnites ont accepté de considérer que finalement les zaïdites n'étaient pas réellement des chiites. Et donc on a eu ce processus de convergence qui s'est incarné sur le plan symbolique par y compris des phénomènes de transhumance, c'est-à-dire que les principales figures de l'islamisme que ailleurs on considérerait comme islamisme sunnite, donc par exemple les dirigeants du salafisme, les dirigeants des frères musulmans étaient d'origine zaïdite. Et donc étaient d'origine zaïdite, mais ne se revendiquaient pas comme tels. Le président Ali Abdallah Saleh était lui-même d'origine zaïdite, venait de régions où il avait dans son entourage des personnes qui ne revendiquaient donc pas cette identité comme spécifique et d'autres qui se sont engagés dans un processus que Stéphane a labellisé tout à l'heure, processus de renouveau zaïdite. Et donc, dans les années 80, dans le sillage de la révolution iranienne, il y a un certain nombre de jeunes qui ont donné naissance ensuite à la rébellion houthiste, qui ont souhaité revendiquer leur zaïdisme en disant maintenant, nous, si on veut combattre efficacement la salafisation, la wahhabisation de notre société, on a des ressorts locaux proprement yéménites qu'on appelle le zaïdisme. Donc ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que finalement, on avait, ou le premier socle, la première chose pour comprendre ce qui a pu se passer dans l'alliance entre les houthiste et Ali Abdallah Saleh. Ali Abdallah Saleh était finalement, a redécouvert sa propre identité. Et il l'a redécouverte dans quel contexte ? Et c'est intéressant de comprendre aussi, et ça c'est un élément que Stéphane a évoqué, entre 2004 et 2010, le pouvoir de Saleh combat par les armes la rébellion houthiste. Il stigmatise les houthistes en disant « vous n'êtes qu'une marionnette aux mains de l'Iran ». Le basculement va s'opérer dans le contexte de la transition politique post-2011. À savoir que ce processus politique a eu pour effet de marginaliser les élites du Nord. Les élites du Nord considéraient que finalement elles avaient le droit de maintenir leur hégémonie sur l'ensemble des ressources politiques. Et c'était le cas. Le régime d'Ali Abdallah Saleh conservait l'ensemble des leviers militaires, économiques, et c'est ce qui avait généré une forme de contestation au sud. Arrive donc la révolution. Ali Abdallah Saleh est mis de côté. C'est son vice-président qui arrive au pouvoir, qui doit mener la transition. Le vice-président Hadi est lui-même originaire du Sud. Et il est confronté donc à une contestation venant du Sud disant « nous, on veut avoir droit à des morceaux de pouvoir, grosso modo ». Et cette contestation est ancrée sur le plan politique et extrêmement populaire. Et tout ce qui va se passer, c'est que la transition politique va tenter de donner des gages, d'offrir des ressources aux habitants du Sud. Vous imaginez quelle a pu être l'attitude des élites du Nord qui se sont trouvées dépossédées. Elles ont considéré que, grosso modo, le processus de transition se faisait uniquement à leurs dépens et au bénéfice, donc, des habitants du Sud. Et de ce fait-là, on a eu un réagencement identitaire des acteurs qui, avant, ne considéraient pas que leur zaïdisme était une caractéristique importante de leur identité, se sont mis à le réinvestir. Et toute l'habileté en fait, des houthistes a été de considérer qu'en développant un discours de contestation de la révolution, non pas du projet révolutionnaire, mais de la façon dont il s'était organisé, il a réussi à capitaliser là-dessus. Et il a capitalisé
aussi sur une forme de contestation du pouvoir qui était offert non seulement aux habitants du Sud, mais surtout aussi aux frères musulmans. En disant les frères musulmans alliés donc de l'Arabie saoudite, même si la conjoncture était bien différente à l'époque, mais ils ont réussi à développer ce discours-là. Et c'est autour de cette frustration, d'une certaine manière, liée au processus de transition, que s'est nouée l'alliance entre les houthistes et Ali Abdallah Saleh. Merci. Ouais, sur cette question, juste un point, moi je me demande si on ne peut pas dire qu'il y a eu chez les Houthis une chiitisation politique avant une chiitisation religieuse. C'est-à-dire que ce que je vois en particulier, c'est le moment de la création du mouvement Houthi, ce slogan qu'ils vont conserver, mort à Israël, mort à l'Amérique, etc., dont on sent clairement, mais sur le plan presque politique, l'influence du Hezbollah et de la doctrine romainiste, avant de sentir l'influence proprement religieuse du chiisme, qui peut-être maintenant va s'exercer peut-être plus, mais ça tu l'as bien expliqué. Sur les deux questions, sur l'État islamique et Al-Qaïda dans la péninsule arabique, alors moi je ne suis pas les dynamiques de très près sur le terrain, pour vous dire la vérité, mais je vais citer quelqu'un qui le fait, qui est Dominique Thomas, que j'ai entendu s'exprimer sur ça il y a 2-3 mois, et qui, lui, suit bien ce qui se passe au Yémen du côté des groupes djihadistes. Et Dominique Thomas expliquait, ça me semblait intéressant, que c'était un terrain dans lequel l'antagonisme entre l'EI et Al-Qaïda était moins fort qu'en Syrie et en Irak. En Syrie et en Irak, l'antagonisme, il est radical, et ça se traduit par des conflits armés, etc. Mais lui expliquait qu'au Yémen, pour des raisons qui étaient spécifiques au terrain yéménite, qui pouvaient être liées à des localismes qui étaient proprement yéménites, il n'y avait pas cet antagonisme radical entre les deux. Il y avait des passages qui étaient plus aisés. Il n'y avait pas de combat entre ACPA et l'EI. Voilà. Donc, est-ce que ça peut permettre une union dans le cas yéménite ? Bon, le fait que les deux groupes s'affrontent quand même dans d'autres terrains, en particulier en Syrie et en Irak, a un effet sur le terrain yéménite. Mais est-ce qu'il y aurait une spécificité yéménite sur cette question-là et donc une proximité plus grande pour des raisons proprement yéménites entre les deux groupes ? Voilà. Dominique Thomas, qui connaît bien la question, avait l'air de le penser. Mais tu veux ? Ouais. Sur cette question, je ne vais pas contester ce que dit Dominique Thomas, mais il me semble qu'il y a une réalité qui est assez différente, effectivement, au Yémen par rapport à d'autres terrains. À savoir que Al-Qaïda dans la péninsule arabique a un ancrage maintenu, une puissance qui est beaucoup plus fort que ailleurs dans la région. Et de ce fait-là, il apparaît encore comme l'acteur ayant, on va dire, du monde derrière lui, ayant une forme de légitimité. Et cette légitimité, elle a été gagnée aussi par l'épreuve des armes, d'une certaine manière, par des gestions de territoire qu'on n'a pas pu observer ailleurs de la même façon. Et de ce fait-là, il y a bien une forme de valeur ajoutée, d'une certaine manière, liée à Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et quand on regarde, on observe que l'État islamique est extrêmement périphérique. Alors il y a des faits d'armes, des revendications d'attentats, mais absolument pas un ancrage territorial, un ancrage populaire, on pourrait dire, aussi fort que Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et cet ancrage-là d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique est en plus entretenu à travers une mise en avant par ses propres clercs d'une stratégie différente de celle de l'organisation de l'État islamique. À savoir un certain nombre de lignes rouges, un refus d'une logique ouvertement confessionnelle d'élimination, un refus d'attaque contre les civils, un refus d'attaque contre un certain nombre de minorités. Par exemple, on a eu à Aden, en mars, il y a un an, une attaque revendiquée par l'organisation de l'État islamique contre une
des sœurs catholiques de la congrégation de Mère Teresa qui tenaient une maison de retraite. Et c'était des sœurs qui avaient extrêmement bonne réputation dans le quartier, s'occupant donc des personnes âgées esseulées. Cette attaque donc, a été revendiquée. Elle a été immédiatement condamnée par Al-Qaïda dans la péninsule arabique en disant, grosso modo, nous, on ne mange pas de ce pain-là. Nous n'acceptons pas de considérer qu'on a là un certain nombre de cibles légitimes. Idem pour des attaques contre des mosquées zaïdites. Et donc cette logique-là d'avoir des lignes rouges constitue aujourd'hui une force importante pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Contrairement peut-être à d'autres terrains, tout simplement parce que Al-Qaïda dans la péninsule arabique aujourd'hui a fait preuve de sa propre efficacité en maintenant un certain nombre de terrains et en s'appuyant sur un maillage territorial, tribal, qui est beaucoup plus important que l'organisation de l'État islamique. La dernière question sur le prosélytisme saoudien et la diffusion du salafisme. Moi j'ai des désaccords avec Pierre Conessa sur la manière dont il présente les choses. Moi j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on ne peut pas comprendre l'Arabie saoudite si on ne voit pas l'existence de deux logiques parallèles qui sont liées en fait à cet État que moi j'appelle bicéphale. Vous avez deux pouvoirs qui existent en parallèle en Arabie saoudite, un pouvoir politique, un pouvoir religieux, qui ont passé un pacte, qui est un pacte qui remonte au XVIIIe siècle, en vertu duquel le pouvoir politique soutient les efforts à la fois de mise en application de la norme salafiste et de diffusion de la norme salafiste qui émane du pouvoir religieux. Et en retour, le pouvoir religieux soutient et accorde une forme d'autonomie au pouvoir politique. Ce qui veut dire qu'en Arabie saoudite, en fait, vous pouvez voir que d'un côté, vous avez tout un prosélytisme qui émane de ce que j'appelle le champ religieux, avec le soutien des autorités politiques, mais qui n'est pas nécessairement téléguidé par les autorités politiques. Il y a une forme d'autonomie des acteurs religieux. Et en retour, les acteurs politiques, ils font une politique, en particulier en politique étrangère, qu'on ne peut pas qualifier de salafiste ou de wahhabite, qui est en fait pensée comme une politique d'État, selon ce que les dirigeants saoudiens considèrent comme étant l'intérêt de l'État saoudien. Ça vous explique pourquoi vous avez le même pays qui, quand vous regardez sa politique étrangère, en fait, depuis 50 ans, y compris d'ailleurs sur le Yémen, a été pas très salafiste dans ses alliances. Prenez l'Arabie saoudite, on a parlé des années 60 tout à l'heure. L'Arabie saoudite, dans la guerre des années 60, qui va opposer républicains et partisans de l'imam. Si vous imaginez que la politique étrangère de l'Arabie saoudite elle est guidée par le salafisme, l'ennemi juré, ça devrait être les partisans de l'imam, puisqu'ils sont zaïdites. Or, que va faire l'Arabie saoudite? À l'époque, c'est la guerre froide arabe. L'ennemi juré, c'est Nasser, qui est vu comme une menace, et donc le nationalisme arabe. Les Saoudiens vont soutenir financièrement et moralement les partisans de l'imam dans les années 60. Et c'est avec le soutien saoudien que cette guerre va perdurer pendant des années, face aux Égyptiens, qui, eux, vont envoyer des troupes sur le terrain. Donc là, d'une certaine manière, c'est aussi l'ironie de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 50 ans, les Saoudiens soutenaient les grands-parents des Houthis, pour simplifier. Donc là, vous voyez bien que la politique saoudienne, on peut pas la lire comme selon le prisme idéologique. En 94, on va voir les Saoudiens avoir de bonnes relations avec les communistes du Sud et être plutôt favorables à la sécession des deux Yémen. Au moment de cette tentative de sécession de 94, vous vous souvenez qu'après la réunification, il y a eu cette tentative de sécession. Là encore, on pourrait dire, les Saoudiens et les communistes, a priori, oui, ça s'appelle de la politique. Et les Saoudiens font de la politique. Et donc au Yémen, on va les voir soutenir Ali Abdallah Saleh, on va les voir soutenir l'islam, on va les voir soutenir un peu tout le monde. Dans le même temps, et c'est ça qui complique les choses, vous avez le champ religieux qui a son autonomie, qui parfois peut partager les objectifs du champ politique, et donc la salafisation, elle peut correspondre à des objectifs politiques, mais elle peut aussi se faire indépendamment de tout calcul politique. Moi, ce qui me gêne dans la thèse de Pierre Conessa, c'est qu'il voit le salafisme comme un instrument de soft power. Moi, je pense que c'est lié à une alliance en interne, c'est-à-dire que le pouvoir saoudien n'a pas d'autre choix que de laisser les oulémas faire du prosélytisme pour préserver la paix sociale en Arabie. Et que donc, lire
la présence ou l'expansion du salafisme comme correspondant, alors tiens, il y a une mosquée salafiste ici, donc que veulent les Saoudiens? Ben non, j'arrive pas. Cette lecture-là, je comprends pas. Parce que il y a eu cette autonomie des religieux, le fait qu'on peut pas tout expliquer comme ça. Il y a du salafisme dans plein de pays où c'est pas une volonté de soft power saoudien dans ces pays particulièrement. C'est simplement parce que les acteurs religieux, eux, par nature, ils sont prosélytes. Un acteur religieux, il veut répandre ce qu'il considère comme étant la vérité de son message. Et effectivement, le pacte en Arabie Saoudite, c'est que le pouvoir politique, pour des raisons de politique intérieure, leur donne les moyens de faire ça. Donc pour moi, au Yémen, effectivement, il va y avoir des liens entre le salafisme yéménite et des acteurs religieux saoudiens. Est-ce que c'est la stratégie saoudienne au Yémen? Non. La stratégie saoudienne au Yémen, elle a toujours été multiple et multiforme. Elle a toujours été de soutenir une pluralité d'acteurs. Donc le salafisme faisait partie indirectement de tous ces acteurs qui étaient soutenus par l'Arabie Saoudite via le champ religieux. Mais la politique saoudienne était autrement plus complexe qu'une politique qui s'appuierait sur ce seul prosélytisme. Merci. On a encore 8 minutes, 10 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais c'était complet. Sur la chiitisation, peut-être vous n'avez pas répondu sur la chiitisation du zaïdisme. Si, quand même. Un petit peu, ça vous va? Bon. Oui. D'accord. Ok. Alors allez-y. Oui, je voulais réagir, si c'est possible, sur le catastrophisme notamment des humanitaires. Je travaille notamment pour une organisation humanitaire, donc c'est pour ça que je me permets. Mais je parle en mon nom propre. Hein. Je voulais nuancer, vous avez illustré notamment par la résilience des populations, comparativement par rapport aux autres conflits en Syrie. Vous avez également expliqué qu'il y avait donc des développements commerciaux tels que centres commerciaux. Lorsqu'on regarde les enquêtes nutritionnelles, notamment de malnutrition aiguë sévère qui ont pu être menées dans les différentes villes du Yémen, telles qu'Assana, Hodeïda, on relève que, pas forcément dans l'ensemble du Yémen, mais dans des villes en particulier, selon les critères internationaux de malnutrition, on est sur des niveaux de famine, notamment dans la ville de Hodeïda, mais pas dans toutes les villes. Donc, je voulais avoir votre réaction par rapport à ça. Et ces données sont bien sûr transparentes et disponibles. Vous pouvez les trouver sur des sites comme Humanitarian Relief, par exemple. Donc je voulais avoir votre réaction par rapport à ça. On prend une dernière question, puisque nous arrêtons toujours à 14h. Oui, en fait, je voulais revenir sur le rapport de l'opinion publique yéménite au Houthi. Parce que moi, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu lire, que quand il y a eu la descente sur Aden, en fait, finalement, le Sud s'est un peu peut-être réveillé contre les Houthis. Ils se sont dit, finalement, c'est des envahisseurs, etc. Et qu'en fait, par rapport à la répression, par rapport au bombardement et à l'ampleur des bombardements saoudiens et à la nature de ces bombardements, finalement, peut-être l'opinion publique s'est un peu ralliée au Houthis. En fait, c'est très difficile d'avoir des informations sur le Yémen actuellement, donc c'est un peu l'impression que j'ai eue, mais c'est probablement partiel et inexact. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Non, mais sur la question de la malnutrition, moi, j'ai aucune velléité de dire ah ben non, ce qui se passe ce n'est pas grave, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, mon objectif est d'essayer d'avoir une analyse d'observateur, de considérer que quand mi-2015 vous avez le responsable du CICR qui dit 4 mois de guerre au Yémen a conduit à autant de destruction que 4 ans de guerre en Syrie, quand depuis les premières semaines vous avez un discours qui dit bah oui, on est dans une situation de pré-famine, moi je constate simplement que heureusement non. Je suis plus heureux d'être dans cette situation-là et de dire aux acteurs humanitaires vous avez développé un discours catastrophiste plutôt, et dont je comprends pleinement la portée politique et la nécessité. Mais simplement... Il est sourcé quand même. Hein, ce discours est quand même... bien sûr qu'il est sourcé, mais il est sourcé de la même façon que les évaluations
de victimes. Elles sont, depuis combien de mois? On est maintenant sur une évaluation de 10 000 victimes. Ça doit faire 4 mois. Pendant 5 mois, on est resté sur 6 000 morts de la part de l'ONU. Exactement comme en Syrie, on reste depuis sans doute 2-3 ans sur 400 000 morts. Comme si rien ne se passait depuis. Mais simplement d'essayer de reconnaître, de comprendre un certain nombre de mécanismes. Moi, je me désespère de voir que finalement personne ne bouge. Ce n'est pas ma fonction d'aller alerter les gens. Chacun le fait. Si l'ONU le fait correctement, si les acteurs humanitaires fournissent des chiffres, expliquent que oui, on est dans des situations de famine, dans certaines régions. C'est à eux d'agir. Mais simplement, moi aussi, je peux essayer d'expliquer que la situation, y compris avant la guerre, n'était pas reluisante, qu'il y avait un certain nombre de régions, et particulièrement la région de la Tiama dont vous parliez, qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, déjà sur le plan de la nutrition. Dernière intervention, il nous reste 3 minutes. Je pense que Laurent aussi aura des choses à dire sur ça. Sur la deuxième question, je vais essayer d'y répondre. Moi, quand je vois les lignes de fracture, on s'aperçoit effectivement que la ligne de fracture est plus compliquée qu'une ligne zaïdite sunnite. Les Roussis ont été très désireux dans leur rhétorique de développer une rhétorique un peu révolutionnaire. Ils se réclament, d'ailleurs ils ont créé ce qu'ils appelaient un comité révolutionnaire quand ils ont pris le pouvoir, etc. Donc une rhétorique qui veut se réclamer de la révolution yéménite, qui se réclame des opprimés, de la justice sociale, etc. C'est-à-dire qu'au-delà du discours religieux et confessionnel qui va aussi apparaître dans leurs déclarations, il y a très clairement une volonté d'essayer de construire un discours politique qui pourrait attirer des gens qui ne s'identifient pas nécessairement au renouveau zaïdite qui est leur marque de fabrique. C'est évidemment lié à cette nécessité. Alors évidemment, il y a l'alliance avec Ali Abdallah Saleh qui fait qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des Roussis qui appartiennent à ce mouvement, enfin appartiennent en tout cas à cette coalition patronnée par les Roussis. Mais c'est aussi lié à la nécessité d'étendre leur emprise, leur présence, au-delà des territoires historiquement bastions du zaïdisme au nord du Yémen. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire que ça a peut-être un peu fonctionné. On avait effectivement, quand on voit le temps que la coalition saoudienne a mis à remonter, là ils sont à peu près en fait à la frontière, si je comprends bien, entre les territoires historiquement zaïdites et les territoires sunnites. Mais il a fallu du temps pour remonter. Ça veut dire que, y compris pour reconquérir des territoires sunnites chafiites, la coalition saoudienne a mis du temps. C'est-à-dire qu'il y avait dans ces territoires-là, y compris la résistance, qui était peut-être aussi liée à la capacité des Houthis à s'attirer le soutien de partenaires locaux, qui n'étaient pas nécessairement eux-mêmes zaïdites. Maintenant, voilà, la confessionnalisation fait que les lignes deviennent de plus en plus confessionnelles, c'est comme partout. Donc il y a d'un côté une volonté des acteurs d'essayer de sortir du confessionnalisme, et puis en vérité, c'est logique, mais c'est ce qu'on voit en Syrie aussi d'une certaine manière, qui ramène au confessionnalisme. Enfin, merci, voilà. Mais Laurent, tu as quelque chose à ajouter ? Non, mais sur cette opinion publique, moi j'ai bien du mal à savoir déjà ce que c'est en France, mais encore plus au Yémen. Par contre, ce que je peux constater, c'est quand même qu'il y a une espèce d'alignement d'une certaine manière automatique et qui trouve ses racines malheureusement dans des logiques confessionnelles. Il y a très peu de contestations ou d'acteurs qui sont en mesure aujourd'hui d'aller contre ces lignes de fracture, notamment parce que il y a eu des processus par lesquels des figures modérées, politiques, intellectuelles ont été exclues ou assassinés depuis 2 ans. Et ça a été extrêmement dommageable, tout simplement parce qu'il est devenu très difficile, je pense, dans l'espace politique et intellectuel yéménite, de développer des discours qui vont au-delà, finalement, de l'identité primaire. Bien, écoutez, merci beaucoup.